D'abord, en fait, on a deux sentiments qui se combinent. Un premier sentiment, malheureusement, je ne fais que répéter des choses connues, qui est celui d'un traumatisme extraordinairement profond. On ne le répétera jamais assez, c'est l'ensemble de la population ukrainienne qui est atteinte, soit directement pour une partie d'entre elles, soit indirectement parce que ce sondage, je dirais maintenant, connaît encore des statistiques plus élevées. C'est plus de 80% des Ukrainiens qui ont parmi leurs très proches, leurs familles, leurs amis intimes, quelqu'un qui a été tué, soit au front, soit lors des frappes russes contre les civils, mutilé à vie. Donc c'est vraiment une nation en deuil. Et ces traumatismes, bien sûr, les gens les gardent pour eux, que ce soit les traumatismes des soldats, évidemment, qui reviennent du front et qui combattent. J'en ai eu encore des témoignages absolument terribles dans les conditions les plus épouvantables qu'on puisse imaginer, ce que je crois quasiment aucune guerre jusqu'à présent n'a produit, que ce soit celle des civils et parmi les civils, les enfants. Ce sont des traumatismes qui mettront 10 ans, 15 ans, 20 ans probablement à être guéris après la fin de la guerre. Et je crois qu'on ne peut pas oublier tout cela, au-delà d'ailleurs aussi des rancœurs, des divisions, il y a tout un sujet que je n'aurais pas le temps d'aborder maintenant sur effectivement le futur de cette société ukrainienne qui s'apprête à lutter, qui veut lutter pour l'unité, mais je sais aussi combien ce travail va être difficile. Donc ça, c'est le premier sentiment, ce traumatisme pesant, ce traumatisme pesant, effectivement, qui est absolument terrible. La deuxième chose, paradoxalement, par rapport à mes précédents voyages, notamment les deux de l'année dernière, les deux de l'année précédente, celui que j'avais fait évidemment en avril 2022 déjà, euh, c'est que, il y a une forme malgré tout d'espoir qui renaît. Et je vais dire les choses de manière très claire. Cet espoir, il ne provient pas des Alliés. Il ne provient pas des livraisons d'armes supplémentaires. Il ne provient pas de la résolution, encore imparfaite, j'en dirai un mot, de l'Union européenne. Mais du fait que concrètement, ils tiennent. Ils tiennent, ils progressent. Les armes qu'eux-mêmes sont capables de fabriquer pour combattre représentent désormais presque 50% des armes qu'ils utilisent. Les drones sont fabriqués de manière massive, 1,5 million l'année dernière, 3 millions cette année. Des missiles commencent à être fabriqués. Et malgré toutes les difficultés absolument terribles du front, aujourd'hui, le front résiste. Et j'ai trouvé personnellement qu'il y avait un changement par rapport à mes voyages précédents sur ce plan-là. Alors, il ne faut pas que ça diminue, encore une fois, la dureté des conditions de vie et de tout le reste. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et peut-être qu'il y a une autre chose aussi très rapidement que je pourrais dire, c'est que les Ukrainiens ont fait désormais une croix totale. Et là, il y a une unanimité vraiment sur ce sujet des Américains. Les Américains qui les ont déjà emmenés en bateau du temps de Joe Biden, avec des livraisons d'armes, on le sait, insuffisantes, ce qu'on appelle parfois escalation management, la gestion de l'escalade. Euh, Aujourd'hui, ça devient pire. C'est-à-dire que même avant les dernières palinodies de Trump, il était parfaitement clair à leurs yeux que les Américains ne continueraient pas sur le long terme à aider et qu'ils étaient vraiment passés du côté de l'ennemi. Ça, c'est vraiment une certitude vraiment totale. Donc ça, je crois que c'est peut-être le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point, peut-être très, très rapidement, c'est qu'est-ce que les Ukrainiens nous demandent? Voilà. Euh, Vis-à-vis des Européens, oui, voilà, même s'ils espèrent que les États-Unis ne vont pas complètement, malgré tout, lâcher sur le renseignement, que peut-être qu'il y aura un petit quelque chose, mais enfin, ils font confiance, enfin, ils font confiance. Disons, ils attendent, c'est plus exact, faire confiance. Ils attendent en tout cas quelque chose des Européens, essentiellement trois choses. Premièrement, des livraisons d'armes décisives, c'est-à-dire garantie, c'est-à-dire protection évidemment contre les missiles, hein, armes antimissiles. Deuxièmement, évidemment, des missiles à longue portée. Et c'est ça dont ils ont vraiment besoin pour taper encore plus fortement en profondeur pour désorganiser la logistique russe qui alimente le front en tout, en munitions, en armes, en vivres, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier besoin. Le deuxième besoin,
Et j'allais dire, ils insistent d'ailleurs peut-être même plus encore sur celui-là que sur le premier. C'est une aide financière à l'industrie ukrainienne d'armement. Parce qu'aujourd'hui, il y a, malgré tous les projets que j'ai rapidement évoqués, il y a encore un certain nombre de goulots d'étranglement. Ils pourraient produire beaucoup plus d'armes, en plus grand nombre, de meilleure qualité, mais pour ça, il faut de l'argent. Et alors certes, on a eu une partie, je crois qu'il y a 1 milliard qui a été débloqué à partir des intérêts des avoirs russes gelés, ceux de la Banque centrale, mais c'est encore très insuffisant. Et la troisième chose qu'il demande aux Européens, c'est d'être, comme on dit en anglais, consistent, c'est-à-dire cohérent. C'est-à-dire que concrètement, ils veulent vraiment maintenant des sanctions à plein régime contre le régime russe et contre tous ceux qui l'alimentent en armes ou en composants destinés à la fabrication des armes russes. Et là-dessus, il y a une sorte de vrai malaise parce qu'on a l'impression que de train de sanctions en train de sanctions, là l'Union européenne a porté le 17e, réfléchit à un 18e, après les menaces proférées par un certain nombre de dirigeants occidentaux, dont le président français, qu'on n'est quand même pas complètement vraiment jusqu'au bout. Je pourrais détailler bien sûr ce point, je ne vais pas le faire maintenant, mais ça c'est vraiment la demande vraiment essentielle. Et puis il y a peut-être un troisième point, très rapidement, peut-être avant de répondre aux différentes questions, euh, c'est qu'il faut arrêter de parler d'accord de paix. Il faut arrêter de parler de négociation avec la Russie. Là, aujourd'hui, encore un sondage il y a quelques jours le montrait, vous avez plus de 80% des Ukrainiens qui disent que de toute manière, la paix avec la Russie, et bon, c'est un point que personnellement j'ai aussi exprimé depuis le début, depuis plus de 3 ans, même d'ailleurs avant la guerre totale, je me rappelle un article en 2016 que j'avais écrit là-dessus, c'est pour eux vraiment une illusion totale. Donc ils veulent absolument aller jusqu'au bout. Pour eux, il n'est absolument pas question de céder des territoires dans la majorité. Alors, il y a une petite minorité de 10% qui dit oui, il faut peut-être accepter des compromis. Ils savent aussi, bien sûr, que dans les conditions actuelles, dans les 3 mois ou les 6 mois, ils ne seront pas capables de récupérer les territoires occupés par les Russes. Mais pour eux, l'idée même que l'on puisse céder est complètement erronée. Et de parler c'est quelque chose sur quoi j'essaye de convaincre un certain nombre de dirigeants de continuer à reprendre la rhétorique qui est finalement celle que Trump a remis en quelque sorte sur la selle. Parler de négociations, d'accords de paix avec la Russie, ça n'a strictement aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que la Russie, on le sait, va continuer bien sûr sa guerre. Et en plus, et là c'est plutôt moi qui parle pour le coup que les Ukrainiens, euh, j'imagine les conséquences. Alors, il y a première conséquence, bon, ça, les Ukrainiens le disent, c'est qu'évidemment que tant que vous aurez des territoires occupés, ça voudra dire plus de torture, plus d'exécutions, plus de déportation d'enfants, plus de viols de masse, plus de fosses communes, plus. Enfin bon, ça, on le sait, donc ça voudrait dire donner à Poutine un permis de tuer. Et ça, je crois qu'il faut être quand même très clair là-dessus et vraiment adapter considérablement notre rhétorique là-dessus. Moi, c'est vrai que dès que j'entends le mot négociation, je bondis. C'est vraiment une aberration. Et puis il y a un autre facteur, c'est que imaginez que dans, admettons, 3 ans, 4 ans, vous ayez un accord de paix, enfin dénommé tel, avec la Russie. En fait, ce sera un accord de guerre. C'est-à-dire qu'on sait parfaitement que Poutine continuera sa guerre, à la fois contre l'Ukraine et plus loin, bien sûr, en Europe, ça on le sait parfaitement. Mais surtout, ça risque d'avoir un effet massif de démobilisation des opinions européennes. Déjà, vous avez dans une partie des opinions, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc., vous avez beaucoup de gens qui disent oui, mais pourquoi continuer à armer l'Ukraine? Pourquoi d'ailleurs dépenser plus pour notre propre sécurité? Parce que si on dépense 4 ou 5% du PIB pour notre sécurité, ben, du coup, alors quoi? Des hôpitaux, des écoles, etc., etc. Enfin, on connaît très bien ce discours par cœur. Mais si vous avez une forme d'accord de paix, vous allez avoir une opinion fortement travaillée évidemment par la propagande russe qui va dire mais attendez, on est en paix avec la Russie, pourquoi est-ce qu'on va devoir s'armer? Pourquoi est-ce qu'on va devoir donner à l'armée ukrainienne plus d'armes? Pourquoi est-ce qu'on doit absolument la mettre à niveau? Ça sert Et à rien, on est en paix avec la Russie. est-ce Ce que, qui évidemment est possible. Absolument, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'effectivement, on est sur un théâtre d'ombre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'essaye
de convaincre, pour l'instant je ne peux pas dire que j'y sois vraiment parvenu, un certain nombre de dirigeants européens, je ne citerai pas, justement d'abandonner cette fausse rhétorique. Et d'ailleurs, les Européens adoptent très largement une forme ou tombent plutôt dans une forme de dissonance cognitive, c'est-à-dire que d'un côté, ils disent oui, intégrité territoriale de l'Ukraine, souveraineté de l'Ukraine, rapatriement des enfants, punition des crimes de guerre, on met en place un tribunal, et c'est très bien, pour juger le crime d'agression, etc. Et puis de l'autre côté, ils sont dans cette rhétorique qui est totalement contradictoire avec cet objectif. Alors, c'est vrai que pour le président Zelensky, c'est absolument terrible, parce que lui-même, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre que lui-même, il est dans une sorte de nasse ou de piège. C'est-à-dire que lui-même, il est obligé d'adopter cette rhétorique. D'abord, il l'a fait pour ne pas déplaire à Trump. Ensuite, il le fait pour essayer de montrer que c'est pas l'Ukraine qui freine les discussions, que c'est pas l'Ukraine qui veut la guerre à tout prix. Les Ukrainiens veulent la paix. Bien sûr, ils veulent la paix. Enfin, ils veulent une vraie paix. Alors, ce qu'ils appellent dans la rhétorique diplomatique juste et durable. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et je pense qu'on a effectivement, sur le plan narratif, mais sauf que le récit marque profondément les opinions publiques, il faut faire très attention à ces récits, je crois qu'on est effectivement dans une extraordinairement grave difficulté. Maintenant, on le sait aussi, Poutine, finalement, n'ira jamais négocier quoi que ce soit et un accord de paix. Tout simplement parce qu'il ne le veut pas, il veut détruire l'Ukraine, il veut annihiler la population ukrainienne vraiment jusqu'au dernier Ukrainien, qu'il veut continuer, et il se renforce pour cela, évidemment, à combattre l'Europe, soit directement par des attaques, je ne parle pas d'invasion, d'un certain nombre de pays, soit par des menaces dites hybrides, mais qui sont en fait concrètement des menaces mortelles, hein, attentats terroristes, incendies volontaires, cyberattaques qui peuvent se révéler mortelles sur les hôpitaux, les systèmes de signalisation ferroviaire ou que sais-je encore. Donc voilà, et d'une certaine manière, j'allais dire que c'est Poutine qui nous sauve. Enfin, ce serait évidemment un paradoxe de le dire comme ça, mais d'une certaine manière, Poutine n'ira jamais jusque-là. Et il continuera d'une certaine manière sa guerre. Le vrai sujet aujourd'hui, compte tenu de l'état des opinions publiques, c'est évidemment de renforcer considérablement notre soutien à l'Ukraine. Et par rapport à la question, effectivement, qui était posée tout à l'heure, voilà, c'est la seule chance d'avoir un accord de paix un jour, c'est la défaite de la Russie. Mais on retombe toujours, malheureusement, sur ce point que beaucoup d'entre nous répétons maintenant depuis quand même suffisamment d'années. Voilà, et il faudra à un certain moment qu'on définisse nos buts de guerre, et nos buts de guerre, c'est quand même bien celui-là. Pourtant, il Oui, faut voir aussi que la rhétorique sur la coalition des volontaires, c'est-à-dire les troupes à déployer éventuellement à un endroit ou à un autre, en fait, a complètement changé. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron l'a évoqué pour la première fois le 26 février 2024, bon, c'était encore un peu flou dans son esprit, il l'a pas nécessairement bien présenté, etc. Mais tout ceci n'était absolument pas conditionné à un accord de paix. absolument. Et aujourd'hui, ça semble lié à s'il y a un accord de paix, alors nous allons apporter des garanties de sécurité. Mais ces garanties de sécurité, à partir du moment où on a une partie de l'Ukraine qui continue à être envahie, c'est absolument absurde parce qu'il ne faut pas oublier que ces territoires occupés par la Russie, à côté de l'Ukraine même, enfin dans l'Ukraine, mais à côté de l'Ukraine encore libre, euh, c'est un endroit où les forces russes vont se concentrer, vont se réarmer, vont se préparer. Et comme le soulignait, j'avais partagé sur X son article, enfin son interview dans le Figaro il y a 2 jours, Oksana Matvichuk, donc la prix Nobel de la paix, le disait très justement, il ne faut pas oublier que dans ces territoires occupés par les Russes, vous avez 1,6 million d'enfants ou d'adolescents que la Russie est en train d'enrégimenter pour en faire de la chair à canon à son profit. 1,6 million d'enfants et d'adolescents. C'est-à-dire On a eu, qu'au-delà des problèmes des enfants déportés, sur lesquels nous n'arrêtons pas de parler, et il faut le faire, il faut continuer à le faire parce que c'est un génocide en vertu de la Convention du 9 décembre 1948, il y a aussi ce problème effectivement de ces enfants qui vont être enrôlés dans l'armée russe pour combattre les Ukrainiens, c'est-à-dire finalement leur père et leur mère. oui, Alors, je l'ai beaucoup évoqué ben, justement dans notre guerre que tu as la gentillesse de citer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, le chantage nucléaire, Poutine l'utilise depuis très longtemps, même avant 2014, soyons clairs.
C'est bien sûr, et c'est d'ailleurs pour ça que les Occidentaux, jusqu'à présent, ont toujours reculé. Ils ont reculé en 2008 en Géorgie, ils ont reculé en 2014, etc. Donc ça, et même en Syrie. Ce sujet a été abordé en Syrie, et quand certains disaient il faut absolument empêcher les avions russes de décoller pour bombarder Alep en particulier, il y avait toujours cette peur du chantage nucléaire, alors que le risque était vraiment en Syrie, en plus, absolument pas avéré. Je pense qu'il n'est pas avéré non plus pour l'Ukraine. Il n'est pas avéré, ça ne veut pas dire qu'il y ait zéro risque. Il n'y a jamais zéro risque. Il y a peut-être 0,0000, je sais pas, 1% de risque. Mais il faut savoir qu'utiliser l'arme nucléaire, ça suppose plusieurs choses. Premièrement, ça supposerait que Poutine meure, parce qu'il mourrait. Et on sait que Poutine, je ne veux pas faire de la psychologie à deux balles, mais effectivement, Poutine a une peur bleue de la mort. 36 000 témoignages l'attestent. Deuxièmement, ça supposerait que la chaîne de commandement fonctionne avec le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, plus un certain nombre d'officiers généraux et supérieurs qui devraient déclencher à un certain moment le feu nucléaire. Ça fait quand même un certain nombre de conditions, même si tous ces gens-là sont quand même le doigt sous la couture du pantalon devant Poutine. Aller jusque-là, malgré tout, est-ce que c'est véritablement avéré? Voilà. Et pour l'instant, on peut dire aussi que sans doute les renseignements américains, pour l'instant, ou ce qu'il en reste, sont quand même capables d'observer d'assez près des mouvements préparatoires qui iraient dans ce sens. Sur le plan, encore une fois, de l'observation, du renseignement satellitaire, etc. Donc, il y aurait, je dirais, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qu'on déclenche, je dirais, comme ça, en 30 secondes, sans un certain nombre de préparatifs. Voilà. Donc, on n'est pas dans un risque zéro, mais sauf que si on entre dans cette logique-là, je dirais, y compris vis-à-vis d'autres puissances nucléaires, notamment la Chine par rapport à Taïwan, ça veut dire que dès qu'il y a une puissance nucléaire qui dit, ah ben, attendez, n'allez pas plus loin, ne défendez pas un pays agressé, ben voilà, on ne fait rien. Je pense qu'on entre là, effectivement, c'est toute une discussion intéressante à avoir, dans un jeu des relations internationales qui me paraît Et finalement probablement plus risqué que le risque lui-même. alors, Alors, je trouve que le concept est effectivement parfait. En fait, Poutine nous a dissuadés depuis 25 ans. Et ça, c'est la réalité. Et sauf que le problème, c'est que si nous étions intervenus plus tôt, nous étions peu nombreux, je dirais, à le demander, notamment en 2008, ou de prendre déjà des mesures bien avant, etc., je veux dire, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, Poutine accélère le risque. Je crois que c'est effectivement le vrai sujet. Alors maintenant, pour ma question à Jean Sylvestre, auquel je suis très heureux de passer la parole, je pense que la vraie question, c'est aujourd'hui, est-ce que l'on peut et comment le faire, casser en quelque sorte l'axe, je ne voudrais pas dire l'axe du mal, c'est trop connoté évidemment historiquement, avec une référence que je n'aime pas nécessairement, mais comment casser l'axe du mal et comment rétablir aujourd'hui, je dirais, essayer de retrouver et de refaire venir en quelque sorte au bercail, alors je ne parle pas de la Corée du Nord ou de la Chine, ça je pense que c'est impossible, un peu plus de pays du côté de notre propre orbite, celle, j'irais, à défaut de parler des démocraties, mais au moins de la décence.